La tête dans les nuances vous propose sa série Tête à tête. Mon nom est Robert Aubin. À chaque rencontre, je tente de découvrir un peu plus la personnalité, l'expertise et le terrain de jeu des invités que j'accueille. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'univers de M. Luc Massicotte, conseiller innovation et développement pour la stratégie numérique à l'Association québécoise de prévention du suicide. Bienvenue à cette rencontre. Bienvenue à la série Tête à tête que vous offre La tête dans les nuances. Aujourd'hui, je vous propose que nous entrions dans l'univers de M. Luc Massicotte. Luc, bonjour. Bonjour. Vous me permettrez de vous tutoyer pendant le reste de l'entrevue, puisqu'on se connaît depuis quelques années déjà. Et pour avoir travaillé ensemble, je suis sûr que je finirai par échapper un tu à quelque part. Alors, allons-y dès maintenant. Luc Massicotte, employé politique au sein de l'Association générale des étudiants du Cégep de Sainte-Foy, baccalauréat en sciences politiques de l'Université Laval. Bien, la carrière politique était toute tracée, non? Il me semble que c'était bien parti. Absolument. Pourtant, vous choisissez d'œuvrer auprès d'un organisme qui travaille pour éradiquer le suicide plutôt que d'être attaché politique, député, ministre ou diplomate, que sais-je. C'est où ce choix ou ce croisement des chemins? J'ai fini les études de sciences politiques. J'ai travaillé pour une asso étudiante, un travail collégial que j'ai adoré. J'ai fait ça 2 ans. Et à l'époque, l'association... OK, ça vient après les études au baccalauréat. Oui. J'étais attaché politique. Les associations étudiantes plus grosses... Rémunérées à ce moment-là. Oui, d'accord. Ça. Comme à l'université, ici, à l'UQTR, j'imagine, mais les associations étudiantes plus grosses ont des employés. Alors moi, j'accompagnais des étudiants au cégep qui sont à l'asso étudiante, à l'exécutif. Là, ils ont des grosses responsabilités. Là. Ils gèrent des budgets, ils sont au conseil d'administration du cégep. C'est pas évident. Alors, ils ont des employés. Puis moi, j'étais leur attaché politique. J'adorais ça. Et l'Association québécoise de prévention du suicide, qui existe depuis 1986, était dans une période de latence. Là, il ne se passait plus grand-chose. Puis ils ont engagé un directeur général, qui est quelqu'un que je connais bien, que je connaissais par le cégep, et qui m'a dit, Luc, on fait quelque chose. Veux-tu venir travailler sur les dossiers sociopolitiques, la mobilisation, ces choses-là? Et je suis embarqué là-dedans. Et c'est surtout il y a une énergie dans cette organisation-là, mais dans ce mouvement-là de prévention du suicide qui m'a charmé. Et ça fait plus de 15 ans que je fais ça, alors que ça devait être une parenthèse d'une année ou deux, le temps de remonter quelque chose. Mais donc, au moment de l'embauche, tu as l'impression d'aller œuvrer dans le même univers, mais pour un autre organisme? J'avais l'impression qu'on était comme une start-up. Hein? Il y avait une énergie. Je suis entré, il n'y avait plus d'employés dans cette organisation-là. Le directeur a bâti une équipe de 5 personnes. Quand on a commencé, j'avais l'impression qu'on était comme une start-up. On allait bâtir quelque chose d'intéressant. Et on l'a fait, je pense. Donc, il y avait une énergie, il y avait une vibe là, fantastique. Mais cette cause-là, puis moi, je suis très chanceux, je ne me considère pas comme un endeuillé par suicide. C'est pas une problématique qui m'entoure, heureusement. Mais au contact des gens qui œuvrent en prévention de suicide, au contact des personnes endeuillées, il y a véritablement quelque chose d'humaniste là-dedans. Les gens, quand je prends le taxi, puis qu'est-ce que vous faites dans la vie, puis là, je raconte, les gens font « Ah, ça doit être lourd, hein, ça doit être... » Mais j'ai jamais trouvé ça lourd, au contraire, parce que les gens qui sont dans les services veulent vivre. Les gens sont pleins d'espoir. Pour moi, c'est une grande cause humaniste. C'est à ça qu'on s'attarde. On parle de Et vous apportez des moyens. On apporte des moyens, mais on est happé par cette idée que les gens veulent que les choses changent, que c'est par la solidarité. Longtemps, l'association avait un thème, un slogan qui était « T'es important pour moi ». Là. Alors, c'est ça le truc. Hein. Oui, on gère de la crise. Oui, on essaie de développer des façons d'intervenir. Oui, on parle au gouvernement pour déployer des moyens. Mais in fine, ce qu'on fait, c'est essayer de bâtir une société plus solidaire où toutes les vies comptent. Et ça, c'est fantastique. Alors là, voilà. J'essaye encore de suivre le chemin. J'ai bien compris comment on passe du Cégep de Sainte-Foy à l'Association québécoise de prévention du suicide, mais quelques années plus tard, on vous retrouve directeur général de l'Académie à Trois-Rivières, qui est un centre de prévention du suicide. Donc, vous passez, je dirais,
d'un volet national peut-être un peu plus théorique à une opération terrain, là. À une opération terrain, exactement. L'ami qui vous avait amené à l'association a dit, Oui. j'ai plus besoin de vous, mais j'ai quand même un job pour toi. C'est autre chose. C'est moi qui ai dit, je prends une pause. OK. Il cherchait une direction générale pour le Centre de prévention de suicide avant fusion, qui s'appelait Les Deux Rives, ligne téléphonique, groupe. Et ça, c'est vraiment un habit de gestionnaire, parce que moi, je ne suis pas un intervenant. Moi, je n'interviens pas. Je n'ai pas ces compétences-là. Mais c'est quand même plus terrain que de devenir Oui, c'est directeur, absolument terrain. Ça, c'était le souhait? C'était le souhait d'essayer d'être gestionnaire puis de pouvoir contribuer à une équipe qui avait besoin qui cherchait un gestionnaire, un peu de leadership. Donc, de dire, est-ce que moi, je peux apporter cette contribution-là? Alors, j'ai fait ça. Ça m'a permis aussi de rencontrer les gens d'Accalmie avec qui on allait fusionner, qui, eux, avaient un service d'hébergement, puis ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc, le souhait, c'est d'être terrain, mais pouvoir contribuer à une équipe, voir les gens à l'œuvre, essayer de donner du sens à ce travail-là. Il y a aussi un défi en prévention du suicide. On parle souvent des intervenants, mais il y a aussi des gestionnaires. Il faut aussi faire fonctionner des organisations avec des budgets. Il faut aussi les faire croître, trouver des processus efficaces. Ces notions-là existent aussi dans les organismes à but non lucratif. Alors, c'est ce qui m'a amené là, d'essayer ce défi-là de gestionnaire. Pour ceux qui nous suivent attentivement, le tout à l'heure de Luc fait référence à la table ronde qu'on a enregistrée un peu plus tôt et que vous pouvez voir sur la thématique du suicide. Et là, retour à l'Association québécoise de prévention du suicide, où vous avez le rôle de conseiller innovation et développement pour la stratégie et les services numériques à l'Association québécoise. C'est un beau titre, un peu long, mais beau titre tout de même. Qu'est-ce à dire? Bien, en fait, j'ai quitté le centre après quelques années pour entrer comme directeur des services numériques. Donc, l'association avait le mandat de dire, mettez en place, le gouvernement a mandaté l'Association québécoise de prévention du suicide pour dire, mettez en place une véritable stratégie numérique, plateforme web, clavardage, SMS. Et tu arrives au début de cette processus? Et moi, il y a des travaux préliminaires là, qui sont faits avec des groupes de recherche, des organisations. Et à un moment donné, il faut passer à l'étape de réaliser ces idées-là. Alors, j'ai levé la main en disant, écoutez, moi, je suis prêt à contribuer encore. Je voyais là un défi vraiment intéressant, toujours dans le fauteuil de gestionnaire, me dire, parfait, on sait ce qu'on devrait faire, mais maintenant, ça prend des plans de travail, il faut être capable de les réaliser. C'est une opération importante de mettre en place un service québécois numérique qui s'articule de différentes façons avec des projets web. L'association, bien sûr, avait un site web, mais des produits numériques, c'est pas dans notre écosystème de prévention du suicide quelque chose de simple ou qu'on connaissait bien. Alors, j'ai levé la main. Je suis donc parti du centre prévention du suicide pour aller comme directeur de la stratégie numérique. Et maintenant que ce produit-là est mature, qu'il opère, là, je me suis trouvé une fonction. On m'a demandé de poursuivre, mais comme conseiller en innovation pour qu'on puisse développer ces outils-là d'un point de vue numérique, d'un point de vue d'expérience utilisateur, pour s'assurer qu'on réponde toujours aux besoins des gens le mieux possible. C'est donc dire que depuis tantôt, tu nous parles de ton côté gestionnaire, là, et souvent, dans notre tête, quand on parle gestionnaire, on voit quelqu'un qui gère les budgets, qui gère les ressources. Mais quelle était ta fonction dans le développement même de la plateforme, des idées, des concepts? Est-ce que ça, c'était aussi, je dirais, une partie de ton plaisir ou tu cherchais les collaborations possibles pour développer ça? Non, bien, si on parle de suicide.ca, c'est une opération assez grosse. C'est pas mes idées que vous retrouvez en ligne. Le travail du gestionnaire, c'est d'être capable de prendre les équipes de recherche, les équipes cliniques, les équipes numériques, puis de canaliser dans un but commun, de s'assurer que les objectifs qu'on a pour la prévention du suicide, on y répond à travers nos travaux. Mais dans le développement de l'arborescence, là, il va y avoir un peu de toi quand même. Oui, c'est un travail collectif. Il y a toujours un peu de tout le monde, effectivement. Mais je ne peux pas revendiquer la paternité de ce truc-là. Mais oui, j'y ai contribué. Mais je me suis surtout assuré qu'on puisse faire quelque chose de viable, qui fonctionne puis qui atteigne les objectifs et de mettre ensemble les gens, les parties prenantes. Qui tout le monde ensemble a une bonne idée, mais à la fin, ce qu'on a besoin, c'est que les gens puissent consommer un outil, qui ait accès à un service. Et grâce à toute l'équipe de l'Association québécoise de prévention du suicide et une multitude de partenaires qui collaborent à ça, je pense qu'on est arrivé à quelque chose d'intéressant, perfectible toujours, mais intéressant.
Tantôt, tu refusais de te qualifier comme intervenant, on comprend bien. Est-ce que tu te qualifierais davantage comme chercheur ou bien vraiment comme coordonnateur de l'ensemble des équipes? Moi, je dis souvent que je suis un fonctionnaire de la prévention du suicide. Alors, je suis plus un gestionnaire, c'est à travers la gestion, soit comme directeur ou comme chargé de projet. Mais c'est vraiment ça ma contribution dans l'écosystème. Évidemment, la question clinique de ce qu'on doit faire en prévention du suicide ou des bonnes pratiques, ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Je les possède, mais je n'aurais pas l'audace de prendre un téléphone ou de faire de l'intervention avec quelqu'un qui souffre. Ça prend des compétences qui sont bien développées. Mais et qui sont autres. Qui sont autres. Mais dans l'environnement de la cause de la prévention du suicide, il y a toutes sortes de gens. Il y a des intervenants, mais il y a des chercheurs, il y a des gestionnaires, il y a des professionnels en communication qui mettent leurs compétences professionnelles au service de communiquer des messages de prévention. Il y a toutes sortes de métiers, si on veut, qui viennent faire en sorte qu'on puisse agir correctement sur la cause. Alors, parlons-en rapidement quand même de ce site suicide.ca. Oui. C'est quoi la fierté du site? C'est le nombre de visiteurs qui y passent, c'est l'éventail des services qu'on y trouve, ou c'est simplement le fait que cet outil-là existe et qu'il soit disponible à tous? Ouais. Je pense que le fait que le Québec a été rapide à proposer quelque chose, puis qu'on soit arrivé à une solution, parce que ces projets numériques-là, on le sait, peuvent vraiment être toujours retardés, complexifiés. On est arrivé à livrer quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une multitude d'outils. Il y a un site web, il y a une application pour la gestion de sa santé mentale. Il y a de l'aide par clavardage et texto. On a toute une stratégie de découvrabilité pour que les gens trouvent les bonnes ressources. Il y a des requêtes qui se font dans les moteurs de recherche de toutes sortes, de gens qui cherchent de l'aide, mais des gens aussi qui, malheureusement, veulent mourir ou expriment leur détresse. Il faut être capable de faire en sorte qu'au lieu qu'ils tombent sur des sites de mauvais goût, puissent tomber sur des ressources. On a un forum en ligne pour les personnes endeuillées par suicide qui veulent parler avec d'autres personnes endeuillées par suicide sans intervenant. Il y a de la modération pour que les choses se passent bien, mais avoir une relation avec d'autres personnes qui sont endeuillées. Alors, la multitude des outils à travers la stratégie numérique, là, qu'on appelle suicide.ca, mais tout ça, c'est plusieurs outils. Pour moi, je pense qu'on peut être assez fiers de ça au Québec, d'avoir ça en français et en anglais pour la plupart des ressources. Et je l'ai dit et je le répète, on aurait tous intérêt à visiter le site, ne serait-ce que pour découvrir la panoplie de ressources qui y sont disponibles, qu'on en ait besoin ou pas. Parce que qui sait le jour où on en aura besoin, savoir que ça existe pour nous ou pour un proche, c'est déjà extraordinaire. J'ai trouvé un truc, la revue Santé mentale, tu connais? Oui. Alors, la revue Santé mentale au Québec, volume 47, numéro 1. OK. Tu participes à un collectif qui pond un article dans ce numéro-là. Oui. Particulièrement sur le site suicide.ca ou ça englobait plus large? Des chercheurs qui ont fait l'étude en 2 volets. La façon dont on a implanté la stratégie numérique. Donc, est-ce qu'on a appliqué les bonnes pratiques pour être capable de déployer un projet numérique et aussi les premiers éléments d'impact, est-ce qu'on fait du bien aux gens qui viennent visiter? Alors, on a travaillé avec les chercheurs pour être capable de produire cet article de recherche-là. C'est pas moi le chercheur principal, je suis pas un chercheur. On s'est accroché aux chercheurs qui ont bien voulu participer à ça. Mais tu es peut-être le vulgarisateur. Oui, puis il y a une culture collective dans la prévention du suicide. Alors, les chercheurs ont dit, bien, écoutez, tout le monde va contribuer et puis on fera un piano à plusieurs mains. Mais c'est important d'être capable de mesurer avec des vrais outils validés si ce qu'on fait, ça marche. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'être fier de son site Internet. La question, c'est est-ce que ça fait du bien aux gens? Sinon, on fait fausse route. Alors, on est toujours focus sur l'objectif en toutes circonstances. Puis, il faut être capable de s'amender quand on n'est pas pile poil sur notre objectif. On s'amende, on se corrige. Il faut être agile dans le monde numérique, mais en prévention du suicide en général. Tout le monde qui travaille là-dedans et la pédale au plancher, et personne ne va s'arrêter tant qu'on n'arrivera pas à notre objectif. L'article est encore disponible. Je vous rappelle, c'est Santé mentale au Québec, volume 47, numéro 1. Et si vous n'avez pas le temps d'aller le lire, je vous dis tout de suite, la réponse est plutôt favorable. Alors, c'est positif. Je reviens à cette autre grande passion de ta vie, qui est celle de la politique.
Bruno Marchand, maire de Québec, dit de toi, j'ouvre les guillemets parce que c'est une citation, « Luc est un génie de la politique, un grand sage », fin de la citation. Pour avoir eu le plaisir de côtoyer et de travailler avec toi depuis quelques années, j'étais assez d'accord avec la citation. Ce qui fait que, si tu veux bien, on va parler un peu politique parce que ça te passionne et moi aussi, et j'espère que ceux qui nous suivent également. Alors, c'est une année absolument extraordinaire, 2025. Là. Passionnant. 2 courses à la chefferie, minimum 2 élections, une 3e en Ontario qui sera peut-être même en cours au moment où cette émission sera diffusée. Alors, la question toute simple, la politique, oui, non? Est-ce que par les temps qui courent ou qui courront bientôt, tu devras répondre à l'appel des sirènes? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ça arrive fréquemment? La politique, il n'y a pas que les acteurs de la politique qui font partie de l'environnement politique. Hein? Il y a un paquet de gens qui sont là autour des candidats, dans les équipes, comme bénévoles. C'est un écosystème assez large, la politique. À court terme, je n'ai pas l'intention d'être moi-même candidat. Ceci dit, je pense qu'on peut faire œuvre utile à travers le créneau politique. Je ne fais pas partie des cyniques, je fais plutôt partie des enthousiastes. Je pense que l'arbitrage du vivre ensemble passe par là. Un jour peut-être. Plus de chances qu'un de ces 4, vous me voyez soutenir des candidatures, je ne sais pas à quel palier, puis peut-être pas maintenant, mais un de ces 4 que je sois candidat moi-même. Mais on ne connaît pas l'avenir. Hein. Je pense que quand vous y allez, il faut que vous soyez appelé et que ça soit plus fort que vous. C'est pas ici que ça doit se passer, mais probablement ici. Tout à fait. Mais on entend que la porte n'est pas fermée. Alors, à bon entendeur, salut. Que ceux que ça intéresse réagissent. Mais je pose quand même la question, si tant est que le téléphone se mettait à sonner, tu as un niveau de politique qui te passionne particulièrement entre municipal, provincial et fédéral? Je dirais que la politique municipale, moi j'ai été longtemps militant dans un parti provincial pendant plusieurs années quand j'étais un peu plus jeune, parce que ça demande beaucoup de temps, mais le niveau municipal, pour moi, est le niveau politique de l'avenir. Les enjeux qui traversent les familles et nos communautés, ils traversent tout le monde municipal. Que ce soit la lutte au changement climatique, la qualité de vie, que ce soit l'accueil des nouveaux arrivants. Tous les enjeux passent à travers le monde municipal. Il y a un mouvement dans le monde municipal qui attire des leaders de grands talents partout au Québec. C'est vrai en Amérique du Nord, mais je vais parler pour le Québec que je connais mieux. Il y a quelque chose de formidable qui se passe là et les prochaines années vont être très excitantes en termes de politique municipale, même si ce n'est pas facile, même si c'est très exigeant. Je suis assez d'accord avec ta lecture de la situation. Le paradoxe, c'est que les moyens sont partout sauf au municipal. Alors, comment on fait la lutte ou la bataille pour accroître les leviers pour les conseils municipaux? Est-ce qu'on le fait en se présentant au provincial, au fédéral, qui détiennent les cordons de la bourse en bonne partie? Même la fiscalité municipale, on en est encore au revenu de taxation sur l'immobilier. On en parle depuis des décennies, ça n'a pas bougé. Alors, si on veut vraiment donner des moyens à la municipalité, est-ce que les municipalités réunies entre elles peuvent se donner ces leviers-là ou bien il faut aller au Parlement supérieur? C'est une question complexe que tu poses, Robert. Oui, mais je sais que tu peux. Bruno pas Marchand a dit que tu étais un génie. Oui, il faut en prendre et en laisser, en tout respect pour M. Marchand. Mais actuellement, le niveau municipal accueille un nouveau leadership politique. Des gens qui arrivent là et qui sont en train de démontrer qu'ils ont quelque chose de positif à proposer. Est-ce qu'un jour, ces gens-là seraient en partie réunis puis peut-être iraient au palier provincial et permettraient de défaire des nœuds pour libérer en quelque sorte les municipalités, là, si je pars de ta prémisse? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ce que le municipal offre que le provincial... Ce qui est curieux, parce que ce qu'on voit depuis quelques années, c'est l'inverse.
des gens qui quittent le fédéral ou le provincial pour devenir maire de municipalité, maire et mairesse. Oui, tranquille. Oui, mais temporairement, parce qu'au municipal, l'individu compte beaucoup. Ce que vous n'avez pas au provincial, c'est plus difficile pour les partis provinciaux d'attirer des leaders locaux qui ont quelque chose à dire. Parce que ce que vous leur dites, c'est « viens dans mon parti ». Mais tu vas suivre la ligne de parti, tu vas être backbencher, puis si j'ai une position avec laquelle tu n'es pas d'accord, tu n'auras pas ton mot à dire. Là, je fais ça grossièrement, là, c'est plus nuancé que ça. Alors qu'au municipal, même avec des partis, ce que vous proposez, c'est, mais votre action, là, c'est elle qui aura des retombées. Puis quand vous ferez campagne, si vous gagnez, c'est à cause de votre action, puis si vous perdez, c'est à cause de votre action. Et les partis sont moins importants, les gens sont plus proches de leur réalisation. Alors, il y a des gens, il y a toute une nouvelle garde de politique municipale qui est là et qui a l'appétit de transformer le monde. Ces gens-là ne resteront pas dans leur municipalité pendant 40 ans. On verra ce que ça donne avec le temps, mais j'ai bon espoir pour la suite. Tu le disais tantôt, il y a tout plein de façons de s'impliquer pour faire de la politique qui ne soit pas nécessairement d'être élu ou bien d'être dans les officines des bureaux de députés ou de ministres. Et un de ceux-là, c'est le domaine des communications dans lequel tu prends de plus en plus de place. On s'est rencontrés pour une première fois dans une émission qui s'appelait Place de l'Hôtel de Ville. Et puis, on t'écoute maintenant régulièrement à la radio de Radio-Canada Mauricie, Centre du Québec. Est-ce que les communications, c'est une découverte? C'est juste une corde qui s'ajoute à ton arc où tu dis, ça pourrait peut-être être un nouveau plan de carrière, parce qu'on le sait, votre génération est appelée à avoir 4, 5 carrières différentes au cours d'un moment professionnel. Pour l'instant, c'est une corde qui s'ajoute à mon arc. J'ai le grand privilège de pouvoir partager avec un auditoire mon analyse de la politique, surtout municipale, mais aussi provinciale, fédérale. C'est un grand privilège qu'on m'accorde. Alors, j'essaie de le faire le mieux possible. Tout à l'heure, tu faisais le bilan de mon parcours professionnel. On voit que mon plan est flou. Je pense que je saisis les opportunités qui sont intéressantes à différents moments de la vie. Pour l'instant, ça me va comme ça. Ça me permet aussi d'avoir accès d'un peu plus près à la politique, parce que je chronique. Ça me permet de parler à des élus. Alors, il y a quelque chose de très intéressant pour comprendre. Parfois, on a envie de se demander si on ne saute pas dans la mêlée, parce que ça peut être très intéressant. Il faut s'assurer qu'on garde notre rôle d'observateur. J'ai pas de projet pour la suite, mais c'est un grand privilège que Radio-Canada m'accorde. D'accord. Alors, j'ai profité de l'analyste de bord et puis on se reverra si un jour tu fais le saut et que j'ai encore une émission. Tu aurais aimé que j'annonce quelque chose aujourd'hui en primeur? Non, je ne vais pas là. Non. Ça ne sera pas cette année. Mais j'aurais pu annoncer que j'allais travailler pour toi, mais non, ça ne sera pas ça de toute façon. Mais j'aurais le goût de profiter de l'analyse politique parce que bien qu'on ait une émission qui est enregistrée un mois à l'avance, en février, au moment où sera diffusée cette émission-là, et pour encore quelques semaines, toutes les questions d'actualité que je pourrais te poser aujourd'hui auront encore lieu. Alors, si tu es partant, on va jouer une petite joute d'analyse politique préventive. Excellent. Puis quand on écoutera l'émission en février, on se dira, il a misé juste ou bien la vie politique étant ce qu'elle est. Peut-être que ma carrière va se finir là, sur cette émission. Tu m'appelleras dire la question 8B, ça serait intéressant que tu la retires parce que je pense que je me suis gouré, mais non. Alors, l'année 2025, là, ça va être riche pour les amateurs de politique. On parle déjà de 2 courses à la chefferie qui sont en cours au moment où on se parle. Celle pour la chefferie des libéraux canadiens, qui a déjà une particularité en soi, celui ou celle qui sera choisie devient de facto premier ministre. Alors, pour une semaine peut-être, mais premier ministre. Oui, pour une semaine probablement. Non, un peu plus, là, une vingtaine de jours. Peu importe, c'est ça. Mais pour une ligne dans un CV. Et 10 ans plus tard, on aura oublié qu'il a été ou elle a été premier ministre pendant 20 jours, là. Il aurait été premier ministre et ça, c'est indélébile. Il ou elle aura son portrait à la Chambre des communes pour l'éternité. Alors, c'est le rêve, ça, Robert? Je ne sais pas, mais il y a des gens pour qui ça peut l'être. Et il y a celle du Parti libéral du Québec. Il y aura une élection fédérale, on vient d'en parler.
Il y aura vraisemblablement une élection municipale aussi, à coup sûr. Et puis, une élection provinciale, je ne pense pas qu'elle soit précipitée. Bien qu'il y ait une espèce de courant là, qui commence à poindre en Ontario assez solidement pour précipiter des élections provinciales pour se donner une posture soi-disant plus forte dans la négociation à faire avec le nouveau président américain. Donc, tu es d'accord? On y va? On y va, en rafale. OK. Oui, c'est ça. Tu n'es pas obligé de faire des réponses de 20 minutes puisqu'il ne nous reste pas ça. Mais premier ministre canadien, prochain premier ministre canadien, homme, femme? OK. Dans le mode prédiction, là, ce qui est toujours risqué, M. Poilievre, là, les indicateurs, là, parce que c'est pas du senti, là, c'est de l'analyse objective, les indicateurs pointent... Là, je te ramène à l'actualité. Le prochain premier ministre, il va être libéral. Donc, le gagnant à la chefferie, oui, c'est bonne observation. Il est vraiment trop tôt pour dire ça. Ce ne sera pas Mme Gould. En tout cas, ça, je peux dire d'emblée. Alors, non, c'est probablement plus de l'ordre du placement pour plus tard. Mais oui, c'est candidature intéressante, somme toute. C'est ça. Chef de transition ou chef pour construire ou reconstruire? Idéalement, le parti lui donnerait la capacité de faire un rôle comme chef de parti à l'opposition ou troisième groupe d'opposition pour se préparer à la prochaine. Je ne peux pas croire que les membres du Parti libéral du Canada vont nommer un chef pour ensuite le mettre à la porte si les résultats ne sont pas là. On lui demande de réussir quelque chose d'impossible. J'ai l'impression que ça fait partie du deal implicite, sauf si le dit ou la dite candidate voit ça autrement. Mais probablement 2 tours, 2 élections pour cette personne-là. D'accord, à suivre. Je ne suis pas sûr de partager ça. Donc, on aura quelque chose à vérifier. Merveilleux. Élection municipale à Trois-Rivières, ouais. Est-ce qu'on est prêt pour les partis politiques? On en a 2 maintenant? Oui, on est prêt. Moi, j'étais étudiant en sciences politiques. J'avais publié une lettre ouverte dans le Nouvelliste. Les partis politiques permettent... puis on pourrait avoir un système mixte d'indépendants puis de partis politiques. Mais pour une ville comme Trois-Rivières, les partis politiques amènerait de la maturité politique. Rien à voir avec le climat, là. Il y aura de la chicane avec ou sans les partis politiques, c'est normal, mais une forme de normalité politique et surtout interpeller les gens, non pas sur des personnalités dans les districts, mais sur des idées. Au lieu de voter sur la personne qui vient cogner à ma porte, que je trouve qu'il a l'air bien smart, peut-être que je voterais pour son parti, donc pour son idée, son programme. On aurait une politique d'idées un peu plus forte qu'actuellement on l'a lors des campagnes électorales. Ça va venir avec le temps. Les villes en ont, Trois-Rivières, on ne fera pas exception longtemps. Chefferie du Parti libéral Québec, dans les candidatures qui sont annoncées, il y a ce qu'il faut pour que le Parti libéral puisse reconstruire sa crédibilité auprès des francophones? Oui, parce que ça ne dépend pas du chef, ça va dépendre de l'environnement et de la question de l'urne. Alors, si la question de l'urne, c'est le fédéralisme, peu importe qui sera chef, ça peut bien marcher pour le Parti libéral du Québec. Donc, là, tu parles des élections provinciales de 2026. Des élections provinciales, exactement. Donc, peu importe le chef, ça peut bien marcher. Il n'y a pas un seul chef qui peut transformer de bout en bout un parti. Ça sent bon pour les libéraux, alors c'est bon pour la démocratie. On aurait pu penser que la prochaine élection provinciale, l'éternelle question souverainiste fédéraliste revienne, mais est-ce que l'entrée en scène de Donald Trump aux États-Unis change la donne? Je ne sais pas. Ça va durer un temps, ça. 4 ans. Oui, 4 ans, mais est-ce que notre réflexe de toujours parler de politique en lien avec la situation aux États-Unis, ça ne durera pas 4 ans, à moins que là, on soit dans un état de crise extraordinaire, là, puis que là, on soit dans un autre monde. Mais à un moment donné, les électeurs veulent qu'on parle aussi des affaires internes. Puis là, on va être obligé d'arrêter de parler des États-Unis, puis parler de notre système de santé, de notre vision de l'éducation. Ça va revenir. Merci infiniment, Luc, pour cet entretien. Et puis, je t'invite à prendre un verre en février. On regarde l'émission, puis on regarde où la situation politique sera rendue. Merci beaucoup. Merci à toi.